Dans cette vidéo, nous allons voir comment sécuriser l'accès à un microservice. Il y a deux choses qui sont importantes quand on veut accéder à un microservice. Il y a ce qu'on appelle l'authentification. L'authentification, il faut s'authentifier, dire via, généralement, comme c'est des applications traditionnelles, via un login et un password. Via un login et password quand c'est des applications traditionnelles. Pour des applications où on travaille avec des formulaires, par exemple. Quand on travaille avec des formulaires, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec des microservices, donc là, on va utiliser le login et le password que on envoie via un formulaire et via la méthode POST. Il y a également ce qu'on appelle les autorisations. L'autorisation de faire quelque chose. C'est-à-dire que l'administrateur, par exemple, quelqu'un qui a le rôle d'administrateur, il a le droit d'afficher les utilisateurs. Tous les utilisateurs qu'il y a dans la base de données. Un utilisateur, un user, n'a pas les mêmes droits, pas les mêmes droits qu'un administrateur. Donc ça, c'est très important quand on veut sécuriser l'accès à une application, de tenir compte de ces deux points-là. Dans les applications traditionnelles, on peut utiliser un formulaire pour l'authentification, donc login password. À partir de là, quand on soumet un formulaire avec un login et un password, en fonction du login et du password, on saura si la personne est administrateur ou c'est un user simple par exemple ou autre chose. Et à partir de là, il aura l'autorisation de faire telle ou telle chose sur telle partie de l'application. Donc c'est très important de retenir que en matière de sécurité, il y a ce qu'on appelle l'authentification et il y a ce qu'on appelle les autorisations. Pour les microservices, il faut savoir que la communication avec un microservice, communication avec un microservice se fait via du JSON, par exemple. Il peut se faire avec de l'XML. Un microservice, on n'utilise pas directement un formulaire dans lequel on enverrait le login et le password. Et il ne faut surtout pas envoyer le login et le password en clair. Donc le login et le password ne doivent pas être envoyés en clair. Alors pour cela, pour pouvoir s'authentifier à un microservice, puisque généralement l'objectif c'est surtout de ne pas envoyer un login et un password en clair, on va utiliser ce qu'on appelle un token. Et ce token, il va être construit sur la base du login, du password et du rôle, par exemple. C'est-à-dire qu'on va construire un jeton qui ne peut pas être déchiffré même s'il était intercepté pour définir c'est quoi le login, c'est quoi le password, c'est quoi le rôle. Donc quelque chose qui va être chiffré. Donc c'est comme ça que on peut se connecter à un microservice et donc c'est-à-dire qu'on peut s'authentifier et qu'on peut définir les autorisations. Donc c'est très important de comprendre que pour se connecter, pour s'authentifier, vers un microservice et
obtenir les autorisations adéquates, on utilise un token. Et ça tombe très bien parce qu'il y a la possibilité de construire des tokens avec JWT. JWT, savoir ce que c'est que JWT, rien de mieux que d'aller sur Internet. JWT. Tiens, sur Wikipédia, comme ça, on aura une définition complète de JWT, donc de JSON Web Token. JSON Web Token, JWT, est un standard ouvert défini dans la RFC 7519. Il permet l'échange sécurisé de jetons tokens entre plusieurs parties. Cette sécurité de l'échange se traduit par la vérification de l'intégrité et de l'authenticité des données, et elle s'effectue par l'algorithme HMAC ou RSA. Et puis là, on a les explications concernant la façon dont est structuré un token. Un token un jeton se compose de trois parties. Un en-tête, le header, utilisé pour décrire le jeton. Il s'agit d'un objet JSON. Une charge utile payload qui représente les informations embarquées dans le jeton. Il s'agit également d'un objet JSON. Donc ça veut dire que le jeton, en fin de compte, il va tout simplement embarquer des informations d'identification et une signature numérique. Il existe des outils en ligne permettant de les déchiffrer. Ça, c'est intéressant. On va aller jeter un coup d'œil. Donc, l'entête, on nous dit comment il pourrait être constitué, la charge utile, on nous explique, etc. Et puis là, on a des choses un peu plus techniques. Pour générer la signature du jeton et de sa charge utile, il faut tout d'abord encoder séparément l'entête et la charge utile avec donc cet algorithme-là qui est défini dans cette RFC. Ensuite, on les concatène en les séparant par un point pour avoir le jeton complet. On obtient la signature de ce résultat avec l'algorithme choisi. Cette signature est le résultat de la même manière encodée et séparée par un point. Ici, l'essentiel, c'est de retenir ce que c'est que JWT. Déjà retenir ces premières parties-là. Et nous, on va aller le pratiquer. On va aller le pratiquer sur un microservice que j'ai défini ici, que vous pourrez récupérer sur le site pour ceux qui veulent refaire la manipulation avant de l'appliquer à leur propre microservice. Ici, j'ai une application toute simple dans laquelle il y a l'idée de cette application, c'est de gérer les chambres. J'avais déjà mis cette application en ligne. Il y a un modèle. Dans le modèle, il y a une entité qui s'appelle room, qui sera mappée avec une base de données. Et il faut être capable, bien sûr, d'expliquer toutes ces annotations, surtout lors du passage à l'examen. Donc, n'hésitez pas pour les annotations, parce qu'on va vous poser des questions sur les annotations. N'hésitez pas à prendre votre annotation, à aller sur ChatGPT, et à poser des questions sur les annotations. C'est très, très important. Donc, explique-moi les annotations suivantes. Et je colle. Et vous allez voir l'explication des différentes annotations. Ici, donc Jackson pour la sérialisation, @entity, etc., point par point. Attention aux annotations, parce que Spring et tous les frameworks qui sont composés d'annotations, à la présentation, à l'examen, on vous pose des questions dessus. On revient ici.
Donc, on a cette entity hein, qui va être mappée à notre base de données, donc l'entity room, l'entity chambre, qui est composée d'un ID de chambre, d'un nom, d'un nombre de chambres et d'informations concernant le lit. Ensuite, on a le repository hein, qui va lui être associé, donc tout simple. Ensuite, ici, nous avons le service. Un service donc qui va permettre de pouvoir écrire les traitements métiers, hein, en particulier les traitements qui vont permettre d'agir avec la base de données. Et donc ici, ce service, on pourrait le faire comme ça. Je vais le modifier à ce niveau-là. Et on va directement utiliser la notation AutoWired. On a ici une première méthode pour obtenir les pas de finale, par contre, ici, attention. Une première méthode pour obtenir les chambres, on fait appel au repository pour les ajouter, pour récupérer une chambre via son ID, pour mettre à jour une chambre, pour supprimer une chambre. On a ensuite le contrôleur qui va permettre de pouvoir définir justement donc les URL qui seront traités par ce contrôleur, c'est-à-dire dès qu'on saisira une URL avec /room, eh bien, on pourra obtenir la liste des chambres. Dès que on saisira une URL avec la méthode post, eh bien, on pourra ajouter une chambre. Dès qu'on saisira une URL avec get et on passe une ID, on pourra récupérer une chambre donnée et ainsi de suite. Alors, si on teste cette application, alors autre chose également, ici dans l'application Property, on a la notation Spring JPA et on a le numéro de port sur lequel l'application va fonctionner. Donc là, l'application va fonctionner en étant connectée à une base de données en mémoire. C'est la base de données H2, puisque là, je ne précise pas de MySQL, rien du tout. On a également un schéma dans ressources qui va tout simplement définir le schéma de la table room qui va être dans la base de données, et on a des données qui vont être insérées dans la base de données, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des chambres qui vont être insérées. Une chose importante dans le fichier pom.xml que voici, hein, on a défini plusieurs dépendances, hein, la dépendance JPA, la dépendance web, la dépendance H2 pour qu'on puisse utiliser la mémoire, la base de données en mémoire, la dépendance Lombok pour que pas trop d'écriture pour les getters, les setters, string, etc. Ici, une dépendance pour faire les tests. Voilà. On va exécuter cette application pour voir déjà comment elle fonctionne. Ici, j'ai Spring Boot. On exécute notre application. Quand notre application est exécutée, hop, je viens ici, http://localhost
80, 83. J'ai la liste des chambres qui apparaît bien. Si je prends, allez, je vais prendre une chambre ici. C, je vais lancer Google Chrome. Et je vais lancer Talent, par exemple, qui va me permettre de tester les différentes méthodes, en particulier la méthode get. Si je fais get, donc on a bien sûr la liste des chambres. Et c'est-à-dire une chambre, c'est un objet JSON. On va faire post et je vais tout simplement rajouter Piccadilly Circus pour m'assurer que Circus, je clique sur Send. Ah, ça n'a pas l'air de marcher, oui, parce que j'ai oublié la collab au-dessus. C'est un objet JSON qu'on doit lui transmettre. Voilà, c'est bon. Si je fais un get, on voit, et je devrais obtenir normalement le Piccadilly Circus quelque part. Voilà, il est ici. Donc voilà. Donc là, ça c'est un excellent outil Talent pour tester vos microservices manuellement. Si vous voulez les tester de manière automatisée, il faut utiliser curl. Mais là, l'objectif n'est pas là. Donc là, voilà comment fonctionne l'application. On voit que là, il n'y a pas de sécurité. On va commencer à voir comment on introduit la sécurité. J'ai un petit document que je vous ai mis en ligne. Donc, première des choses qu'on va faire, on va rajouter des tables. On souhaite par exemple rajouter une table qui va définir les rôles. Rôle, par exemple, administrateur, rôle utilisateur, etc. Donc je rajoute cette table ici et au niveau de schéma MySQL, je rajoute cette table pour les rôles. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on va rajouter une autre table pour les utilisateurs. Alors, si vous avez déjà une table, où vous avez défini vos utilisateurs avec le logging, avec le password en particulier, vous utilisez la même. Moi, je prends cette table-là et je la rajoute ici. Parce que c'est que ça, je vais supprimer ce petit symbole-là. Edit, replace. Je vais remplacer ce petit symbole par un espace. Voilà. Et enfin, j'ai une autre table, la table entité user role, c'est-à-dire la relation entre un utilisateur et un rôle, puisqu'il faut que chaque utilisateur il ait un rôle. Il y a un utilisateur qui sera administrateur, un utilisateur qui sera peut-être user simple. Donc là, cette table-là va permettre de faire la relation. On voit bien un ID user, un ID rôle, et puis là, on a les contraintes d'intégrité référentielles entre cette table et les autres tables. Donc, je rajoute cette table-là ici. Voilà. Il y aura cette table en plus pour les utilisateurs et les rôles. On se souvient qu'on avait parlé au début de cette formation, on a parlé à ce niveau-là, c'est pas ça, ici, on a parlé d'autorisation et d'authentification. Autorisation, il faut le login password, authentification, il faut le login et le password, autorisation, il faut connaître le rôle, donc il faut ces tables-là.
impérativement. Donc, si vous avez déjà une table client-utilisateur, ça sera votre table user. Une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on puisse déjà avoir quelques données à l'intérieur de notre table utilisateur et je peux insérer des données. Je peux insérer les données. Alors, ici, pour ça, je vais tout simplement récupérer les données que j'ai ici, que je vais les mettre en data SQL, puisque là, c'est là où je vais pouvoir insérer les données. Je vais insérer quelques utilisateurs avec le mot de passe qui sera crypté. Il y a un excellent outil que je vous ai fait montrer dans la vidéo sur la sécurité Spring qui permet de crypter les mots de passe. Ce symbole, là, je vais l'enlever parce que je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, edit, replace. Voilà. Donc là, on a ajouté des utilisateurs dans la table des users. Ça va être mon jeu de test. Alors, pour avoir la façon dont on peut crypter un mot de passe, au cas où vous ne vous en souvenez pas, ici, tiens, crypter un mot de passe avec Spring Command Line. Voilà. En code password with Spring Boot CLI, donc il faut installer Spring Boot CLI. Cherchez comment l'installer, et puis une fois que vous l'avez installé, ben voici la commande Spring en code password et vous lui donnez le mot de passe que vous voulez encrypter pour un jeu de test. Vous faites comme ça et vous lui dites, voilà, par exemple, mousse, on veut que ce soit un mot de passe, et voilà, il vous donnera le cryptage, chiffrage de ce mot de passe. Donc voilà comment on procède quand on veut construire un jeu d'essai avec un mot de passe qui va être chiffré. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut également ajouter les rôles. Par exemple, ici, je vais ajouter comme rôle les rôles administrateur et le rôle costume service représentatif, par exemple, ou user. On va laisser comme ça. Rôle CSR, client, je vais l'appeler client tout simplement. Ce sera plus simple. Donc je récupère ça et bien sûr la relation entre les users et rôles. C'est-à-dire que les users, on leur donne différents rôles. Je récupère et je colle ces insertions de données et je vais supprimer ce petit symbole qui vient apparemment avec le copier-coller. Voilà. Donc, rien de spécial jusqu'à présent. Dans mon application, comme il s'agit de gérer les autorisations et les authentifications, donc j'ai rajouté une table des users. Donc si vous avez déjà une table des users avec login, password, c'est parfait. J'ai rajouté une table des rôles. Ça va permettre de mettre en relation les utilisateurs avec le rôle qu'ils ont. Et ici, j'ai créé la table de relation. Bien évidemment, ça ne suffit pas pour mettre en place de la sécurité. Si je sauvegarde, par exemple, et que je relance mon application, si elle est en train de fonctionner, je vais supprimer et je relance l'application. Si je
si j'envoie ici, si je fais un get, send, ben, on constate qu'il n'y a pas de sécurité, hein, ça passe tout le temps. Voyons comment on peut commencer à mettre en place la sécurité. Alors si je descends sur ici sur pom.xml, je minimise pom.xml, je vois que si je rajoute la dépendance de sécurité, je récupère cette dépendance, je vais la rajouter dans le fichier pom.xml, hein, dans les dependencies, donc juste au-dessus, par exemple, dependencies avec un S. Hop, hop. Je vais encore supprimer ce symbole qui est pénible à chaque fois que je fais les copies-coller, donc faites attention vous aussi, hein, si vous avez ce symbole. Hop, hop. Et hop. Donc, à partir de là, j'ai, regardez s'il n'y a pas d'erreur, hein. C'est bon. J'ai rajouté cette dépendance sécurité. Voyons ce qui se passe là déjà. Si je fais un alors d'abord il faut, je vais arrêter, oui, et je vais faire un run. J'exécute. Alors je valide. Ici, j'envoie cette fois-ci. Rien qu'en rajoutant cette dépendance liée à la sécurité, bah, tout de suite, il me dit que ça passe pas. Alors essayons de mettre un des utilisateurs qui est dans la base, ou un lit par exemple, et j'avais fait comme mot de passe letman, quelque chose comme ça. Et comme mot de passe, j'avais fait donc, parmi les utilisateurs, il y avait Walid et il y avait letn. Donc si je teste ça, et n, je clique, ça ne marche pas parce que je n'ai pas fait de relation du tout entre les éléments que je vais rajouter dans ce formulaire et la base de données. Et c'est comment fonctionne le token JWT. C'est ça qui nous intéresse. Donc, première des choses, ce qu'on va faire ici, on va d'abord rajouter des choses. Hein. On va d'abord rajouter dans modèle, ici, au niveau de modèle, ce qu'on va faire, on va tout simplement rajouter l'entité pour la table user qu'on vient de créer et l'entité pour la table rôle qu'on vient de créer. Et pour pouvoir utiliser un token, on va ajouter une dépendance pour JWT. Donc, première des choses, on rajoute la dépendance. La dépendance, elle est là pour le token. CTRL-C, et on va tout simplement aller sur pom.xml, ici. Quand on est dans pom.xml, on colle, sauvegarde, et on va supprimer cette... Ah, c'est déjà programmé, c'est parfait. On rapproche un petit peu ici pour que ce soit aligné. C'est important que ce soit aligné. Hein. Les codes, c'est pas pour la présentation, ça permet de mieux s'y retrouver dans son code. Hein. C'est un critère hein, pour la sécurité du code, hein, et un code de qualité. Ensuite, une fois qu'on a rajouté cette dépendance, on va aller créer les deux tables. Hein. On va sur notre document, on va créer la table, l'entité rôle. Là, voilà. On vient ici et on va créer l'entité, voilà ici. Alors, je vais déjà diminuer ici, comme ça on va s'y retrouver mieux.
bouton droit, New Java File, classe. Hop. L'entité rôle, je vais aller récupérer le code de cette entité. Voilà. Et j'efface les petits symboles. Ici, par contre, oui, le package n'est pas le bon. Donc, quick fix, et on va modifier le package pour retomber sur le bon package. On viendra sur cette table, sur cette entité ensuite, et on va créer une autre table, une autre entité, pardon, qui est l'entité user. Je valide. Et ici, plus bas, donc, je vais tout simplement créer cette entité user. Et on peut passer les petits symboles. Et à ce niveau-là, on va fixer le problème en changeant le package. Voilà. Rôle, dans l'entity rôle, on voit que ça implémente une interface Granted Authority qui va tout simplement définir les autorisations que l'on peut affecter à l'utilisateur. Et user.java, qui est ici, est en relation avec la table rôle, comme on voit ici, avec l'entity rôle, avec utilise la notation en base many to many, puisque un rôle peut être associé plusieurs utilisateurs, et un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. On peut avoir un utilisateur qui peut être administrateur ou utilisateur simple. FetchType.eager, ça veut tout simplement dire que l'utilisateur avec ses rôles sont chargés en mémoire très tôt, avant même qu'ils soient utilisés. Et puis là, on a la relation concernant la jointure. Donc là, on a défini la table de rôle et la table user, qui sont des tables, des entités qui seront nécessaires pour la mise en place de la sécurité, en particulier de l'authentification et des autorisations. Ensuite, on va créer une classe qui va permettre de créer des jetons JWT. Donc cette classe, on l'appelle JWT Provider. On va aller créer un package de sécurité, new folder, on va l'appeler Security. C'est pas bien orthographié. On va faire un rename Security. On va aller sur un New Java File class et on va coller le nom de cette classe. On va aller récupérer le contenu et on va la parcourir pour comprendre les grandes parties. Je récupère la classe ici. CTRL-C et je vais coller. Je vais supprimer tous les éléments qui ne vont pas dans
classe. Alors ici, il faut changer le nom du package, c'est modèle. Et normalement, ça devrait être bon. C'est parfait. Alors, on va jeter un coup d'œil dans cette classe pour voir ce qu'elle fait. Donc, la classe JWT Provider, c'est une classe qui va encapsuler la création d'un jeton JWT. Donc, on voit que c'est un composant Spring. Ensuite, on va avoir ici l'initialisation avec la clé secrète et la durée de validité de la clé en millisecondes. Tout simplement, donc, cette clé secrète et cette durée en millisecondes qu'on récupère à partir de valeurs qu'on va définir dans le fichier application.property, eh bien, on initialise les propriétés de cette classe, à savoir la clé secrète et la durée en millisecondes. Ensuite, ici, on a une méthode qui va créer une chaîne JWT en utilisant le nom de l'utilisateur et les rôles donnés. Ensuite, plus bas, on va avoir ici une méthode qui va permettre de valider la chaîne JWT. Plus bas, on a une autre méthode qui, elle, va récupérer le nom d'utilisateur à partir de la chaîne JWT. Ensuite, on a une autre méthode qui est celle-ci, listGranted Authority. On voit donc cette interface qu'on a implémentée dans les rôles qui va permettre de récupérer les rôles à partir de la chaîne JWT. Donc pour l'instant, on n'a rien fait de spécial. On a défini une classe qui va permettre de pouvoir nous créer des jetons JWT à partir du login, du password et des rôles. Ensuite, on va créer le repository pour la classe user, l'entité user, pour qu'on puisse créer, modifier, supprimer des utilisateurs. Donc, ça, c'est ce que nous allons faire, toujours dans le document. Après la classe JWT Provider, on va pouvoir créer le user repository. Ici, on peut se passer à ce niveau-là et on crée le user repository. On va récupérer le code. On a cette annotation. Repository reste ressource qui n'existe pas. Alors, quand une annotation n'existe pas, il suffit juste de récupérer l'annotation. Vous allez sur Internet, vous collez l'annotation et vous écrivez package dépendance Maven, tout simplement. Dépendance Maven. Voilà, comme ça, il va me la donner. Et je vais aller la récupérer, cette dépendance. Ici. Je sélectionne, je reviens dans mon code, je vais sur pom.xml et dans pom.xml, je colle cette dépendance ici. Je vais peut-être supprimer la version. Voilà. Voilà. Et là, donc, si je viens sur user repository, normalement, si je fais cela, j'importe tout simplement le repository. La même chose ici, un JPA repository.
Là, je l'importe. Et là, je vais importer le user également, qui se situe dans le dossier module. Voilà. Et puis là, bien, j'ai défini la méthode findUserByName, string username, qui renvoie un objet de type optional user. Alors, pourquoi optional? Parce que c'est pas sûr qu'on le trouve. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va créer la classe qui va permettre, ce qu'on a créé dans sécurité, on a créé la classe qui permet de fournir le token. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer la classe qui permet de mettre en relation un token avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc pour ça, et un mot de passe de la base de données. Donc pour ça, on va descendre ici, classe permettant d'associer un utilisateur à un mot de passe de la base de données avec un token. Cette classe, on l'a appelée userD. On va la créer, bouton droit, Java class. On colle et je vais aller la récupérer. Ici, hop, je sélectionne toute la classe. Et je vais coller. La classe, comment elle se présente? Alors là, c'est pas data, c'est modèle, et là c'est repository. Donc c'est un service pour associer un utilisateur et un mot de passe pour une base de données que l'on va créer ici. Alors quand on parcourt un peu notre classe, on a plusieurs choses ici. Ici, on a la classe userD qui implémente userDetailService. Un userDetailService, c'est une interface de Spring Sécurité qui est utilisée pour pouvoir récupérer les informations d'un utilisateur à partir d'une base de données dans un contexte de sécurité. Ensuite, notre classe, qu'est-ce qu'elle possède pas? Donc ici, le repository du user. On aurait pu bien sûr créer un service. Ici, un objet de type JWT Provider. N'oublie pas que c'est la classe qui permet de créer un jeton. Et quelles sont les méthodes qui sont définies dans cette classe? On a d'abord une première méthode qui va permettre de charger les détails de l'utilisateur à partir de son nom d'utilisateur. À partir d'un nom d'utilisateur, on va récupérer toutes les informations d'un user. Ça, c'est la première méthode. Ensuite, on a une deuxième méthode qui nous est proposée. C'est une méthode qui va extraire le nom de l'utilisateur et les rôles à partir d'une chaîne JWT validée. Et enfin, on a une autre méthode qui extrait le nom de l'utilisateur à partir du JWT, puis on recherche l'utilisateur dans la base de données. Donc, là, toujours en matière de sécurité, on avait la classe qui permettait de créer les jetons, le JWT Provider, et là, on a la classe qui permet d'associer un utilisateur avec un jeton. Maintenant, on a besoin d'une classe qui va permettre de poser des filtres sur les méthodes que l'on veut sécuriser. C'est-à-dire qu'avant qu'une méthode d'un contrôleur soit utilisée, eh bien, on veut qu'un filtre soit traité. Donc, pour cela, on va créer donc la classe qui va permettre d'appliquer les filtres avant l'appel aux méthodes à sécuriser. Cette classe, on va l'appeler JWT Token Filter.
toujours donc, dans la partie sécurité. Bouton droit, nous Java File, classe, et ici, on va coller cette classe. À partir de là, on va aller récupérer notre classe qui se trouve donc ici. On récupère notre classe, voilà, on descend, et on va coller ici. On va effacer tous les mauvais symboles. Donc ici, on crée une classe qui va permettre de définir un filtre qui va s'appliquer avant d'appeler les méthodes de contrôle. Ensuite, dans cette classe, qu'est-ce que l'on a? On va avoir une première méthode doFilter qui va vérifier s'il y a un jeton dans l'entête de la requête HTTP. C'est-à-dire que quand on fait une requête HTTP vers le site où il y a en particulier cette classe, sur lequel Spring Security est installé, eh bien, il va y avoir vérification de l'entête de la requête pour voir s'il y a un JWT. On va faire la démonstration après. Si le token est valide, alors on va configurer le contexte actuel avec l'authentification utilisateur et retrouver dans le token. Ensuite, on pourra, ça c'est toujours quelque chose qui est dans la méthode, donc là, on va plutôt parler des méthodes. Si le token est présent, on va extraire le token JWT de la valeur de l'entête. On aura donc le mot-clé bearer, comme on va le voir tout à l'heure, et plus loin le token. Donc, maintenant, on a presque tous les éléments. On va activer ces éléments de sécurité, parce que pour l'instant, rien n'est activé. Et pour ça, on va utiliser, c'est-à-dire qu'on va configurer la sécurité avec tout ce qu'on vient de définir. Et pour ça, on va créer la classe Web Sécurité Configuration. On vient ici, dans Sécurité, on fait un bouton droit, nous Java File classe, et on va coller ici cette classe-là. On va aller la récupérer en remontant ici. On va récupérer toute notre classe. Ici, donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, dans cette méthode-là, on va définir, on va configurer les règles de sécurité HTTP pour l'application. Alors, pour cela, ici, comment on configure, là, on va poser des autorisations sur les requêtes HTTP. Et si on veut se connecter à comment dirais-je, donc, au point d'accès au microservice qui va permettre à l'utilisateur de s'authentifier, on va le permettre. On va définir dans quelques instants le contrôleur qui va permettre justement à un utilisateur de s'authentifier via cette URL. Et l'objectif, ce sera de récupérer un token, justement. Donc, un utilisateur devra se connecter à ce point sur le microservice. Donc ça, c'est autorisé, c'est-à-dire qu'on autorise la possibilité de s'authentifier. Par contre, pour tout le reste, il faudra s'authentifier. Ici, voici comment on désactive les attaques de type CSRF. Ici, on
indique qu'aucune session ne sera créée ou utilisée par Spring Sécurité, pas de session, c'est interdit. Et ici, on va ajouter le filtre JWT Token Filter pour justement cette authentification. Ensuite, ici, on va configurer la sécurité des ressources web. Swagger, c'est tout simplement un outil qui permet de pouvoir gérer les microservices. Plus bas, on définit un bin pour récupérer une instance de authentification manager. Et là, on a un bin pour pouvoir encoder les mots de passe. Toujours sur notre document, on va modifier le fichier application.property, c'est-à-dire qu'on va rajouter quelques informations concernant les logs. Ici, pour pouvoir avoir un fichier de traces, on avait défini 2 variables tout à l'heure pour obtenir déjà une clé de cryptage. Et quand on avait créé le JWT Provider, ici plus bas, on avait défini 2 paramètres que l'on va initialiser dans le fichier application.property. Fichier application.property qui est ici. Je n'ai pas ouvert, je reviens dessus. Voilà. Dans le fichier application.property, on va coller ces informations. Ça permet de définir une clé secrète qui sera récupérée dans le code et on définit un intervalle d'expiration pour le token. Ça fait toujours partie de la sécurité. On sauvegarde. Il ne nous reste plus qu'à aller créer le contrôleur pour faire en sorte que l'utilisateur puisse signer et qu'on puisse récupérer un token. Et ensuite, on indique quelles sont les méthodes que l'on souhaite sécuriser. Faisons un résumé de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Dans un premier temps, on a d'abord créé les tables ici, user, role et les tables sécurité role. Donc, la table des utilisateurs, c'est ce qui permet de s'authentifier. La table des rôles, c'est là où on définit les permissions pour chaque utilisateur. Et ça, c'est la table qui fait la liaison entre les 2 tables. Ici, on a le schéma.sql, c'est là où on définit les tables, et dans data.sql, c'est là où on insère les données de test. Ensuite, dans la classe modèle, on a écrit, dans le dossier modèle, on a créé la classe role et la classe user, qui sont les entités qui permettent de mapper les tables user et role de la base de données. Ensuite, une fois que nous avons fait cela, on est parti créer le user repository pour pouvoir gérer donc les utilisateurs via la base de données. C'est ce qui va permettre de réaliser les opérations crudes. Ensuite, une fois qu'on a fait cela, on a créé une classe pour générer les tokens, une classe, ici la classe userD qui va permettre de pouvoir associer un utilisateur de la base de données à un token, ici une classe qui permet de poser des filtres sur les méthodes des contrôleurs avant que ceci soit exécuté, c'est-à-dire qu'avant exécution d'une méthode, quand on pose un filtre, eh bien, il faudra que
il y ait d'abord une authentification et une vérification des permissions pour savoir si ce sera possible. Dans Web Sécurité Configuration, on a exprimé ce qui était autorisé et ce qui devait obligatoirement entraîner une authentification. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, il nous reste à définir un repository pour les rôles. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il faudra créer un service pour les users, qui puisse définir les opérations à faire sur les users, création d'un user, récupération des utilisateurs, etc. Ensuite, une fois qu'on aura fait cela, on pourra passer aux classes contrôleurs pour le user et poser les filtres via le token. Et même chose pour la classe role controller. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Dans notre document, donc, on va d'abord créer un repository pour les rôles. Là, c'est tout simple. Hop, dans le repository, on vient ici, bouton droit, New Java File Class, on colle, on valide. Une fois qu'on a fait ça, on récupère notre code pour le repository qui est tout simple, puisque la plus grande partie est faite via les annotations. Voilà. Et donc ici, la classe rôle qu'il faut préciser. Ici, voilà. C'est parfait. Alors, rôle repository, par contre, il y a un problème que je ne vois pas forcément. Quel niveau y a-t-il de problème pour la classe Ah oui, le package. Il manque le package. Ici, on va aller s'en chercher un. Voilà, donc on a ajouté role repository. Maintenant, on va ajouter user service. User service, on vient ici, bouton droit, new Java file class, et on va ajouter la classe user service. La classe user service, c'est une classe qui d'abord va avoir besoin des informations de login. Donc, on va d'abord créer une classe. Donc, on ne va pas avoir besoin de cette classe-là pour user service. On va peut-être... user service, où est-ce que c'est? Il faut monter pour la trouver. User repository. Alors, je présume qu'il faut descendre vers... Voilà. Elle est ici, cette classe user service, là, voilà. User service, elle est là. Création de user service, là, voilà. Donc, on récupère cette classe. Voilà. On sauvegarde et cette classe user service, on va coller notre code. Si on va éliminer cette petite chute. On va mettre un peu. Voilà. Donc, user service, la classe a été créée. Et ici, les packages ne sont pas bons pour atteindre les modèles et les repositories. Et ici, c'est user, donc c'est modèle. Ici, c'est repository, donc c'est repo.
ici, c'est JWT Provider, donc c'est Security. Il y a des choses qui se sont glissées en plus ici. Voilà. Et là, dans cette classe User Service, on a une première méthode qui est alors plus bas, qui va permettre à ce qu'un utilisateur puisse signer dans l'application avec l'authentification JWT. L'objectif, ça va être déjà une méthode pour cela. C'est-à-dire que normalement, étant donné un username et un password, ça devrait nous renvoyer un truc comme ça. Ensuite, on va créer, là on a une méthode pour créer un nouvel utilisateur dans la base de données. Et là, une méthode pour récupérer la liste des utilisateurs. Maintenant, il va nous rester à faire les contrôleurs, hein, puisque là maintenant on a absolument tout. Il va falloir un contrôleur pour pouvoir travailler avec le home service, hein, c'est-à-dire que le contrôleur, home controller, quand on va s'adresser à lui, bah, lui va de toute façon interroger home service, hein, et la même chose pour user. Alors, on y va sur notre document. Donc, on va d'abord créer une classe de transfert pour les informations de logging. On va venir pour cela dans le dossier contrôleur. Voilà, ici. Et on va créer cette classe. On va récupérer les informations. C'est une classe qui permet de gérer les informations de logging, tout simplement. C'est et là, normalement, il n'y a rien de spécial. Ensuite, on va créer le contrôleur pour la gestion des utilisateurs. Cette classe va s'appeler User Controller. Nouveau. User Controller. Donc on a fait ça. On sélectionne. Et on colle. Alors, cette classe, donc elle permet, voici le modèle. Cette classe, rien de spécial. Hein. C'est un contrôleur. Hein. Ici, j'ai le mapping. Hein. Voici pour signing. Hein. Donc ça, c'est une méthode qui permet normalement à l'utilisateur de se connecter via ces informations d'identification. Hein. Ça, c'est le point. Les informations d'identification vont être là. Ensuite, on a ici une méthode qui est la méthode SIGNAP. La méthode SIGNAP, c'est une méthode où on peut donc normalement s'inscrire à partir de l'instant où on a le rôle administrateur. Ensuite, on a la méthode getMapping. La méthode getMapping, c'est une méthode, la méthode getAllUser, c'est une méthode où on peut récupérer une liste de tous les utilisateurs à partir de l'instant où on est administrateur.
Donc là, les méthodes préautorisent, quand on écrit préautorise, ça veut dire que le filtre qu'on a défini dans JWT, Token Filter, ce filtre-là sera d'abord appliqué avant la méthode. Et enfin, la dernière modification qu'on va faire, c'est la modification qui va porter sur le contrôleur room lui-même pour qu'on puisse définir sa notation de pré-autorisation. Quand je vais sur room controller, ici, je fais et je colle. Ce que j'ai rajouté, c'est les informations de pré-autorisation. Hein. Ici, c'est modèle. Et ici, c'est modèle. C'est repository ici. Voilà. Donc là, on a notre contrôleur. Alors, slash home, je descends plus bas. On voit que pour cette méthode getMapping, il y a d'abord une préautorisation à obtenir pour pouvoir avoir la liste de tous les utilisateurs. Donc, il faudra préautoriser avec le login password et le plus l'utilisateur qui se connecte doit avoir le rôle CSR. C'est aussi simple que ça. Même chose pour post-mapping, hein, quand on veut stocker des choses, il faudra avoir l'autorisation administrateur. Quand on va récupérer quelqu'un de son idée, bon là, c'est pas clair. Pour une modification, il faudra d'abord être préautorisé. Pour supprimer, il faut être déjà préautorisé. Ça veut dire que tout ce qu'on avait défini dans le filtre JWT, et pas ici, hein, dans sécurité, ici, ce qu'on a défini ici va s'appliquer. Donc ça, c'était Room Controller. Voilà, normalement, on a tous les éléments qu'il faut pour pouvoir tester notre cours. Allez, on y va. Ce qu'on vient de réaliser. Donc, première des choses, on va aller sur, bien sûr, Google. D'abord, si j'envoie, c'est 83. D'abord, si j'ai peur, d'abord, il faut peut-être exécuter. Donc, ici sur Maven, Spring Boot. Quand je suis sur Spring Boot, je vais commencer à faire mon run. Je vais annuler l'ancien run et je vais en ancien nouveau. Voilà. Alors, tentons de nous connecter en 80-83. Il dit que c'est refusé. Tentons d'utiliser Talent. Voici Talent. OK. Si je fais un get et j'écris l'URL qui est peut-être pas beaucoup d'interdits, là il me dit que l'erreur, c'est l'erreur 403. Donc en fin de compte, je ne suis pas autorisé, je n'arrive pas à afficher du contenu. Si je fais un post, et une fois que je fais un post, je vais faire par exemple ici, d'abord, je vais recommencer, je vais faire un signe in. Par contre, la méthode sign in, bon, je fais un send. La méthode sign in, elle demande des informations. Alors, retournons un petit peu sur notre document.
Sur notre document, d'abord, l'URL c'est user/signin. Ce qu'on dit, puisque c'est user/signin. Il y a un problème pour l'instant. Alors pourquoi user.signin? Parce qu'il faut tout simplement descendre ici sur user controller. On cherche. On voit bien qu'on a ici un sign in. Et on doit lui passer des informations d'identification. Les informations d'identification, parce que dans la base de données, les mots de passe que j'ai codés sont netmail, récupérer ceux qui sont ici. On va venir ici, on va coller et on va faire un send. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça a marché. Donc on voit que quand on envoie un login, un password sur l'URL user signing, donc on voit que là, on lui a passé des informations d'identification, des informations d'identification, et que lui, il nous fait par retour. Qu'est-ce qu'il nous retourne? Il nous retourne donc tout simplement ici, donc il va nous retourner un token. C'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire que là, il va nous retourner un token. Sign-in, des logins, des get username, voilà, qui vont récupérer un token tant qu'il n'y a pas d'erreur. Et le token, si on regarde bien, il est dessous là. Voilà. Donc, on voit comment ça marche. Ce token-là, si je le récupère, et que j'aille dans la méthode, le user controller, je constate que pour obtenir la liste des utilisateurs, il faut avoir le rôle admin. Tentons d'obtenir la liste des users. Get. Et on va faire, alors si on va là-dessus, c'est slash user. Donc on va faire slash users. Ok, slash users comme ça. Si je valide, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah non, il dit qu'il y a un problème. Ça ne marche pas. Et ça va être le même principe pour Room. Si par exemple maintenant je vais changer Get, je vais changer Rooms. Comme ça, si je fais un send, eh bien c'est possible. Je vais pouvoir obtenir la liste des chambres. Par contre, si je ne mets pas l'autorisation, je décoche, hop, ça ne marche pas. Donc on voit que le token, c'est une sécurité, ça permet de fonctionner, on récupère les informations. Si je fais un post maintenant, je vais par exemple récupérer ici, hop, je vais récupérer une chambre par exemple, un objet JSON qui va désigner une chambre, voilà, je le sélectionne, et maintenant ce que je vais faire un post ici. Je vais faire un post, je vais lui passer ces informations-là, je vais écrire Piccadilly Circus par exemple, à la fin.
l'objectif, c'est d'essayer d'enregistrer en poste. Hein. On a bien ici, quand on va sur le contrôleur room, même chose, hein, lui aussi, il a besoin d'une identification pour le poste ici. On voit ici. Et donc, si je viens ici, donc la même chose, hein, je fais un send, est-ce que ça marche? Ah, ça ne marche pas. Quelque chose qui ne va pas. Pour quelle raison est-ce que ça ne marche pas? Alors, voyons pourquoi ça ne marche pas. Alors, on commence en s'assurant bien qu'on a mis l'autorisation, le content type avec le beer, host et le room. Si je fais un send, voilà, ça doit passer. Donc, on voit comment ça fonctionne, cette histoire de token. C'est très, très important de comprendre comment ça fonctionne. À partir de là, ça va être simple de l'utiliser.